Si c'est une construction neuve, je vois pas trop faire autrement que du bois terre-paille. Pour moi, c'est un peu une évidence aujourd'hui d'utiliser ces matériaux-là, de par la performance, le côté local et le confort que ça procure. On fait souvent éloge à la lenteur en éco-construction parce qu'il faut prendre le temps en fait de les préparer, de préparer les supports et puis derrière de laisser le temps faire son œuvre. Voilà, c'est la matière qui décide et c'est pas toujours les plannings de chantier qu'on respecte à la lettre parce que ça dépend énormément aussi de la météo. On peut parler de coûts aussi, bien sûr, mais moi, je pense que plus on les utilisera, plus on développera ça à grande échelle et plus ils s'aligneront après sur le reste. Donc c'est un pari en fait, et puis voilà, ça fait partie des convictions en tant que maître d'ouvrage et en tant que concepteur de mettre en avant ces matériaux plutôt que d'autres. Bienvenue dans le podcast La Case Robinson, le podcast qui parle d'éco-construction et d'habitat écologique. Au croisement de l'architecture, du bien-être et de l'écologie, je pars à la rencontre de celles et ceux qui mettent ces sujets au cœur de leur vie. Je suis François-Xavier Parent, entrepreneur, formateur en éco-construction et auteur du blog lacaserobinson.fr. Parce que l'éco-construction est encore trop peu démocratisée et que cette démarche demande parfois de surmonter des obstacles inattendus, je vous propose des témoignages inspirants pour vous aider, je l'espère, vous aussi, à créer des lieux plus écologiques, plus sains, plus confortables, qui vous nourrissent au quotidien. Parce que la maison est un abri, un lieu intime, parfois un miroir, aujourd'hui je vous emmène dans la case de Lucille Wenger. Après une formation d'ingénieur en bâtiment et des expériences au service de bureaux d'études et de collectivités, Lucille décide de devenir artisane pour être au contact de la matière et au plus près de la réalisation des projets. Lucille partage dans cet épisode sa passion pour son métier et particulièrement pour les matériaux, paille, bois et terre crue qu'elle utilise au quotidien. Elle nous décrit leurs nombreux avantages, comment elle les met en œuvre, mais aussi les contraintes que cela impose dans la façon d'aborder le chantier. J'ai grandement apprécié l'enthousiasme de Lucille et son dynamisme pour promouvoir l'usage de ces matériaux dans l'habitat. J'espère que cela vous touchera également. Bonne écoute! Salut Lucille, merci d'avoir accepté mon invitation. Salut François-Xavier, merci beaucoup, c'est un plaisir d'échanger. Écoute, c'est partagé, moi aussi je suis très content de te recevoir sur le podcast, sur la Case Robinson. On va parler évidemment d'habitat écologique, mais on va aussi et surtout parler aujourd'hui de matériaux, car toi tu travailles directement la matière sur tes projets, et notamment la terre et la paille, donc j'ai plein de questions pour toi. Et avant de parler de tout ça, pour démarrer, est-ce que tu pourrais simplement te présenter et nous dire ce que tu fais aujourd'hui ? Ouais, donc moi j'ai monté ma boîte d'artisanat depuis quasiment 4 ans aujourd'hui. Je suis spécialisée en construction bois terre paille depuis pas mal d'années. Et donc je propose des missions d'isolation biosourcée, en neuf, en rénovation également, et des enduits naturels à base de chaux, terre et béton ciré. On va détailler justement tous ces matériaux aussi pour les personnes qui nous écoutent, rappeler en quoi ils sont pertinents pour l'habitat et comment tu les mets en œuvre. Est-ce que simplement pour mettre un petit peu de contexte sur ton activité, comment tu es arrivé à faire ce travail d'artisan, quel a été ton parcours jusqu'ici, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans ce projet-là? Ouais, alors je suis intéressée par les maisons et l'habitat en général et le bâtiment depuis très très longtemps, depuis petite en fait. Mais par le côté artisanat, c'est venu beaucoup plus tard. Moi, je suis passée par des études d'ingénieur bâtiment avec une option, une spécialité éco-construction, donc sur Polytech Nantes en fait. Et puis j'ai rejoint le monde des biosourcés via des stages, des personnes que j'ai pu rencontrer en Pays de la Loire, qui m'ont mis le pied à l'étrier. Et puis donc j'ai pu étudier les biosourcés comme ça en partie conception finalement au début. Et puis en fait, le côté concret, matière, après des visites de chantier, quelques petites formations pour découvrir les matériaux, m'ont plu. Et je suis passée par un bureau d'études du coût thermique où je faisais des audits, donc c'était vraiment en partie conseil et accompagnement. Et puis j'ai travaillé pour des collectivités, donc je suis en Auvergne, c'est vrai qu'on n'a pas précisé, mais je suis à Clermont-Ferrand. Et donc pendant 2 ans, j'ai essayé de développer des projets d'aménagement pour les collectivités, avec beaucoup de réhabilitation de bâtis anciens notamment,
et de bâtiments vacants. Donc j'ai pu découvrir aussi tous les bâtiments vacants qu'on a sur nos territoires, dans les petites collectivités rurales et puis aussi dans les grandes villes. C'est assez impressionnant. Et puis je me suis confrontée au manque de moyens quand même, parce que tant que ça devient pas prioritaire comme sujet, ça passe un peu à la fin des programmes, on va dire la réhabilitation et surtout la réhabilitation écologique. C'est encore une étape supplémentaire. Et donc toute cette inertie politique, ça m'a un petit peu frustrée. Et en rencontrant après des personnes qui étaient vraiment dans le concret et sur le terrain, ça m'a donné envie de rejoindre l'aventure et de me mettre à mon compte, parce que j'avais beau chercher du travail en tant que salarié dans des entreprises de bâtiments de rénovation écologique, c'était très compliqué de trouver quelqu'un qui veuille bien m'accueillir. Du coup, la seule solution, c'était de me mettre à mon compte et puis d'y aller, quoi. Donc une grosse prise de risque quand même au début. Ouais, j'imagine. En tout cas, bravo, parce que j'en parlais la semaine dernière avec Cédric de Twiza, le fondateur du réseau Twiza, qui est dans l'épisode numéro 8 là, du podcast, et justement on parlait de la grosse carence qu'il y a dans le domaine du bâtiment, mais surtout aussi dans le domaine de l'habitat écologique, la carence en termes d'artisans et de savoir-faire. Donc c'est chouette que tu participes à ça, parce que du coup tu peux aider les personnes dans ta région qui veulent se lancer dans ce type de projet. Donc bravo. J'imagine que c'est pas forcément évident. Ouais. Pour développer du coup sur tes activités, est-ce que tu peux, donc tu travailles principalement la terre crue, la paille. Est-ce que simplement en introduction tu peux nous présenter quels sont les avantages de ces matériaux-là pour l'habitat d'une manière générale? Alors les avantages, il y en a plusieurs. Après, ça va aussi dépendre de quel matériau on parle. Si on reste sur les isolants biosourcés, on va dire en général laine végétale et les bottes de paille. Déjà, l'avantage, c'est de travailler avec des filières un peu plus locales, souvent françaises quand même, issues de la production céréalière ou de recyclage du papier, par exemple, pour la ouate de cellulose. Donc, on a quand même des entreprises en France qui sont vraiment sur les territoires à générer une économie locale. Quelque chose dont on parle un peu moins, c'est aussi la mise en œuvre, qui est beaucoup plus agréable que de mettre en œuvre une laine de verre ou bien une laine de roche. Bien qu'on ait de la poussière, on a quand même moins de risques sur les fonctions respiratoires et les irritations. Et puis bien sûr après, quand on les implique dans un bâtiment, ça va être le confort d'été et pas que le confort d'hiver, comme peuvent avoir les fonctions des isolants conventionnels. Voilà, donc après on peut parler de coûts aussi bien sûr, mais moi je pense que plus on les utilisera, plus on développera ça à grande échelle et plus ils s'aligneront après sur le reste. Donc c'est un pari en fait, et puis voilà, mais ça fait partie des convictions en tant que maître d'ouvrage et en tant que concepteur de mettre en avant ces matériaux plutôt que d'autres. Tu les cites, il y a des avantages effectivement en termes d'isolation pure, donc d'énergie et d'économie d'énergie, mais aussi des avantages au niveau de la santé des personnes qui manipulent ces produits et des personnes après qui utilisent le bâtiment. Donc c'est un double intérêt. Et aussi on parle de santé des habitants, mais aussi de santé même du bâti, parce que ces matériaux biosourcés ils permettent aussi une perspirance des parois, ce qui permet d'éviter qu'il y ait des phénomènes de pourrissement, ou de dégradation du bâti lié à trop d'humidité dans c'est sûr que quand on choisit de les mettre en œuvre, effectivement, il faut avoir connaissance des transferts d'humidité qui peuvent jouer sur le bâtiment et de comprendre cet aspect-là qui est primordial, surtout en rénovation et bâti ancien. Et puis, on n'a pas évoqué le confort acoustique non plus. C'est vrai que c'est quelque chose qui est vraiment pertinent en termes d'absorption, notamment dans les cloisons, dans les doublages intérieurs. Ça, c'est un grand confort qu'on a avec les isolants biosourcés. Ouais, tout à fait. Et concernant la terre crue, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ces avantages et dans quel cadre tu l'utilises, pour quelles applications, quel type de mise en œuvre? Moi, quand j'ai découvert la terre,
j'étais vraiment, on va dire, axée avec ma formation d'ingénierie, tu vois, sur les performances du bâtiment. Donc la terre, c'était encore un autre volet qui était plus lié au confort et à l'impact carbone du matériau, à la mise en œuvre. Je me suis aperçue aussi des contraintes parce que c'est un gisement qui est pas forcément présent sur tous les chantiers. Euh, Moi, j'ai la chance de travailler avec un matériau qu'on fabrique avec des machines, enfin qu'on prépare, qu'on tamise, qu'on crible en amont, donc j'ai pas de souci d'approvisionnement. Et après, si on est sur l'aspect vraiment bâtiment confort, bah, c'est son côté réversible, la mise en œuvre qui est quand même assez large puisqu'on peut l'utiliser autant en enduit en cloison, donc en revêtement et puis en remplissage. Voilà. Évidemment, la terre crue, elle est très très liée à la paille puisque la paille est support d'enduit, comme le liège. Donc, quand on s'intéresse à la Mhm. construction paille, on est obligé aussi de s'intéresser à la terre. Et, euh, et en lien aussi avec Mhm. la chaux, voilà, c'est un matériau qui est très intéressant sur le côté perspirance et acoustique aussi. Et tu évoquais un petit peu les contraintes de la terre crue. Tu as cité le fait qu'il y avait possiblement des contraintes d'approvisionnement. Donc ça veut dire que toi, sur tes chantiers, tu utilises pas forcément la terre du site. Tu fais venir de la terre d'un site annexe, j'imagine pas très loin. Mais c'est quoi les principales contraintes pour une personne qui voudrait, par exemple, faire des enduits terre dans la rénovation de sa maison? Qu'est-ce qu'il doit avoir en tête comme contrainte principale pour se dire ok, c'est faisable, ou ça va vraiment être compliqué par rapport à mon contexte. Peut-être que tu peux voilà parler de typologie de terre, de la mise en œuvre, des délais ou des temps de séchage, des choses comme ça qu'il faut avoir en tête dans ce genre de projet. Si on prend l'exemple d'un enduit terre ou d'une cloison terre en intérieur, quoi. Oui, déjà la première question, quand on veut utiliser la terre crue dans son projet, est-ce qu'on peut utiliser la terre qu'on a localement sur son terrain ou à proximité si jamais il y a des acteurs qui peuvent nous livrer de la terre locale. Donc ça veut dire de la caractériser en amont, donc faire des tests. Ça peut être des tests assez poussés Mhm. avec des outils qui vont nous permettre de vraiment la caractériser en profondeur, ou déjà quand on a un ressenti au toucher, un maçon qui connaît bien ce matériau peut venir et puis nous aiguiller sur les techniques qu'on va pouvoir utiliser avec cette terre-là. Si c'est bon, ben très bien, on peut développer une petite logistique de chantier sur place pour la préparer et la mettre en œuvre. Il y a des techniques liées à la terre qui vont nécessiter du séchage en amont avant d'appliquer, par exemple, des briques qui vont devoir sécher en amont avant de la mettre en œuvre. Et si malheureusement on peut pas utiliser la terre de site, ben là il faut trouver un revendeur, un fabricant qui puisse nous approvisionner dans ce matériau-là. Donc ça va être un peu plus cher, mais finalement on va gagner aussi un temps quand même souvent important, puisque le matériau il est directement prêt Mhm. à l'emploi. C'est pas non plus des prix très conséquents, puisque ça reste un matériau brut. Et, euh, et voilà, en termes de quantité, les enduits, par exemple, ne nécessitent pas non plus des mètres cubes et des mètres cubes de matière. Donc ça peut aller assez vite quand même. Et bien sûr, ouais, après, Mhm. c'est les contraintes de séchage où on a des chantiers. On fait souvent éloge à la lenteur en éco-construction parce qu'il faut prendre le temps, en fait, de les préparer, de préparer les supports, et puis derrière, et ben de laisser le temps faire son œuvre. Voilà, c'est la matière qui décide et c'est pas toujours les plannings de chantier qu'on respecte à la lettre parce que ça dépend énormément aussi de la météo. Et, euh, et voilà, nous quand on prépare la terre et qu'on la D'accord. tamise, tout dépend de son état d'humidité. Donc si elle est trop humide, en fait, on peut pas du tout la travailler et on est obligé de dire à nos clients, ben, va falloir attendre parce que là, la saison, ça va pas le faire, quoi. Bah donc j'imagine que en période hivernale, c'est pas l'idéal pour se lancer dans ce type d'application. Il faut être un peu plus patient. Mais si la terre est prête, ou alors si on a carrément acheté de l'argile ou de la terre prête à l'emploi, une fois appliqué, l'enduit sur un mur pour faire soit un revêtement intérieur, soit une cloison, c'est quel délai à peu près il faut prévoir, il faut avoir en tête pour ce type d'application?
Nous, quand on parle d'enduit ou de terre allégée ou technique torchis, on est à peu près sur 1 centimètre par semaine en séchage. Donc ça donne vite une idée des délais derrière quand la saison elle s'y prête. Voilà. D'accord, ok. 1 centimètre par séchage, d'accord. Donc sur un enduit de finition, on est à, je suppose, moins d'un centimètre parfois pour les enduits de finition. Après, pour des enduits plus grossiers sur des murs, on va être à plusieurs centimètres. Donc ça peut être plusieurs semaines, voire 1 à 2 mois, quoi, de séchage. Donc c'est sûr que c'est important de l'avoir en tête par rapport à une finition type peinture qui, elle, a besoin de quelques jours pour sécher entre deux couches, etc. C'est des étapes différentes, mais c'est aussi pas du tout le même confort in fine, parce C'est que ça. la terre, elle apporte beaucoup d'inertie, elle apporte une correction thermique, de la perspirance pour la paroi. Enfin, c'est vraiment un autre matériau. Ouais. Et en termes de coûts alors il y a plein de choses à prendre en compte, mais est-ce que tu as des coûts que tu pourrais partager pour des typologies de mise en œuvre pour que les gens aient un peu une idée de ce que ça peut représenter? Oui, ben en termes de coût, on est bien plus cher. Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, qu'une peinture conventionnelle sur placo avec la sous-couche, les 2 couches de peinture, c'est un autre travail. Hein. On fait pas du tout le même nombre de mètres carrés par jour qu'en peinture. Il y a souvent pas mal de temps de préparation des supports quand même, parce qu'après on prend sa responsabilité là-dessus. Donc c'est important d'être vraiment en confiance sur l'état des supports, les jonctions entre différents matériaux. Euh, Après, ouais, si je te donne un prix au mètre carré, on est entre 70 et 120 à peu près euros du mètre carré sur les enduits. Et ça va dépendre du nombre de couches et ouais, et de la caractéristique du bâtiment, ouais. Ok, ok, merci. Donc Mm. ouais, c'est plus cher que la peinture, mais c'est pas non plus extravagant. Sur les peintures, on est vite à 40 euros du mètre carré en finition pour Ouais, c'est ça. préparation de mur plus fourniture plus peinture. Ouais. Donc c'est à peu près, ouais, ça peut être le double du prix, mais c'est aussi pas du tout les mêmes fonctions. C'est comme toujours, c'est pas les mêmes Mm. services rendus, quoi. Donc Ouais. ça se Après, moi, compare sur pas les, directement. Et ça, c'est important de le signaler oui. parce que ouais. Ouais, quand on parle par exemple de correction thermique, on a généralement un gobti pour préparer le support, faire la couche d'accroche, et puis ensuite on a des passes, mais ça c'est toujours pareil, ça dépend si on est en projection manuelle vraiment à la main, ou si on choisit d'investir Hmm. de la mécanisation qui va nous permettre de faire plus de surface, mais on a aussi le coût d'investissement à rentabiliser. Donc en fait c'est toujours un équilibre, une balance. Ça dépend aussi des compétences de l'équipe qui réalise. Et puis moi c'est vrai que je suis assez partisane de travailler avec pas sans machine, mais quand on peut c'est toujours voilà faut être intelligent aussi, mais des chantiers calmes où il y a moins de bruit que sur des machines avec le compresseur et le sablon qui projette. C'est pas du tout Hmm. la même ambiance. Ça dépend si on accompagne le client et si en fait on monte une petite équipe qui réalise et en même temps on échange, on parle de plein de choses. Enfin, voilà, il y a d'autres dimensions à prendre en compte. Mais ouais, sur la correction thermique, après c'est encore plus cher parce que on fait des passes de 3 centimètres à chaque fois à peu près, donc il faut de la matière et ça prend du temps aussi. Et pour illustrer, est-ce que tu aurais un chantier un peu coup de cœur que tu pourrais nous partager sur une Eh ben oui. réalisation que tu as faite qui te plaît particulièrement? Ouais, j'ai un chantier numéro 1 dans mes coups de cœur. C'est une maison bois paille que euh, j'ai réalisé le lot isolation en paille, donc la mise en œuvre des bottes avec une équipe que j'ai montée ici à Clermont en local, des collègues avec qui j'ai l'habitude de travailler. Donc on a réalisé toute l'isolation qui était en Mhm. plus pas ordinaire parce que on était en technique semi-porteuse en fait, donc avec un architecte qui a voulu pousser une technique qui n'était pas forcément connue du grand public et même des artisans. Donc ça c'était en partie artisan et puis ensuite moi j'ai accompagné avec un collègue, on était 2 à encadrer un chantier participatif pour la partie torchis qui a suivi l'isolation. On a fait un torchis devant la paille sur une ossature avec des lithos, voilà, un peu traditionnel.
Et donc là, on était 2 semaines avec une douzaine de personnes qui étaient la famille et les amis du client. Voilà, tout le monde hébergé sur place. C'était une belle aventure et en plus toutes les générations se mêlaient. Donc il y avait des jeunes c'était l'été, donc vacances d'été. Voilà, c'était chouette aussi de les occuper comme ça et qu'ils découvrent une matière qui était absolument mystérieuse pour eux. Et puis des retraités, des gens en vacances. Voilà. Et là, en décembre, en fait, on a fait les enduits suite au torchis, tu vois. Donc, on a laissé 2 mois de séchage entre les 2 étapes. C'était long. Après, il fallait attendre aussi que les autres artisans fassent les cloisons, l'électricité, la plomberie, toutes ces choses-là. Et du coup, on est sur la phase de finalisation sur cette maison. Et c'était une super aventure, ouais. Excellent. Et pour préciser, la terre et la paille, notamment, parce on parle souvent d'autoconstructeurs ou de construction en œuvre pour ce type enfin pour l'isolation paille. Là, le projet dont tu parles, c'est Ouais. sans doute une construction neuve avec une structure paille semi-porteuse, mais c'est aussi des matériaux qu'on peut tout à fait utiliser en rénovation et même en appartement si on veut faire simplement un enduit de finition ou un correcteur thermique. Oui, oui, ouais. Bah là, en plus, on a fait une conférence sur l'isolation en paille à Ambert mardi soir, donc c'est tout frais. On a évoqué aussi toutes ces choses-là en rénovation, où en fait, on peut choisir d'être en doublage terre allégée, par exemple, mais on va avoir des performances moindres, puisque l'isolation sèche c'est la plus performante. Mais c'est très très rare qu'on mette des grosses bottes, enfin des petites bottes, mais de 36 d'épaisseur en isolation intérieure. C'est possible un peu plus en isolation extérieure avec une ossature qui est fixée au mur existant. Et puis après, on a aussi des entreprises qui développent l'isolation paille en paille hachée, voilà, sur le Limousin. Et puis les bottes en 22, voilà, avec des épaisseurs un peu plus faibles. Où ouais, c'est hyper pertinent quoi, d'isoler en paille de cette façon-là. On n'est pas obligé, voilà, de partir sur de la botte entière qui est tout de suite contraignante et qui grignote beaucoup d'espace. Est-ce que tu peux préciser ce que c'est que la paille hachée et comment on peut l'utiliser? Ouais, alors je suis pas une spécialiste parce qu'ils proposent une petite formation là-dessus que j'ai pas encore faite. Mais ils ont développé avec des avis techniques. Hein, ça fait des années que Yellow travaille sur ce sujet. Et donc en fait le but c'est de proposer l'isolation en paille hachée pour toutes les parois, donc plancher, doublage, mur ossature bois en neuf, toiture et puis bien sûr les cloisons, aucun problème. Donc c'est de l'insufflation où il faut atteindre une certaine densité évidemment pour maîtriser la partie coupe-feu. Et puis aussi se protéger des rongeurs, donc une densité évidemment à atteindre suffisante, un peu comme une botte de paille en fait. Mais c'est un procédé qui s'adresse à énormément de bâtiments en neuf ou en rénovation. Le potentiel il est énorme et donc c'est de l'insufflation avec des machines. Je pense qu'elles sont pas identiques à celles qui insufflent la ouate de cellulose, mais c'est le même principe globalement. Ouais, c'est hyper intéressant, c'est vrai. Donc oui, c'est de la paille en vrac, en petits morceaux qu'on peut insuffler dans des caissons ou dans des structures qui permettent de récupérer cette matière en vrac et de faire un doublage isolant ou des choses comme ça. Et c'est vrai que c'est un procédé qui est intéressant pour agrandir un petit peu le spectre d'utilisation de la paille de manière plus large, notamment parce que ça se rapproche de techniques un peu plus conventionnelles comme le soufflage de ouate cellulose où il y a plus d'artisans qui sont formés à ça et qui savent un petit peu de quoi il s'agit. Et du coup, ça pourrait permettre de diffuser un peu plus largement l'utilisation de la paille comme isolant. Ouais, excuse-moi. En fait, c'est vrai que moi, Vas-y. j'ai rencontré des artisans qui souhaitaient plus mettre en œuvre la ouate de cellulose parce qu'elle génère trop de poussière. Donc, sur un chantier paille, c'est, je pense, encore pire au niveau des poussières parce qu'on a la silice qui est vraiment très mauvaise pour les bronches et les poumons. Et c'est intéressant, il faut réfléchir à des techniques où les poussières sont limitées. Et si, on le retrouve notamment dans la préfabrication, par exemple, où on a beaucoup moins de poussière que de mettre en œuvre les bottes sur site, ou
souvent c'est quand même en chantier participatif et les bénévoles n'ont pas forcément les masques adéquats, même s'il faut rabâcher ça parce que c'est primordial. Mais voilà, pour vraiment diffuser la mise en œuvre de la paille, les artisans qui s'y connaissent pas encore aujourd'hui sont pas prêts à faire autant d'efforts que les pailleux hyper passionnés comme on peut l'être. Donc réduire les poussières. Ok, merci. Je voulais revenir sur la terre crue aussi parce que tu participes, tu es actif dans une association qui valorise l'utilisation de la terre crue et qui fabrique, je crois, des briques de terre crue pour être utilisées par possiblement d'autres artisans. Est-ce que tu pourrais nous présenter un peu ce projet? Donc notre collectif en fait, il s'appelle Terre de Combron. On est à la base, on a monté cette association à partir d'un gisement de terre d'excavation pour les travaux d'une zone d'activité au nord de Clermont-Ferrand. Et donc c'est un collectif d'artisans, architectes qui a voulu fédérer en fait une filière terre en Auvergne et puis Dôme. Et puis valoriser ce matériau dans la construction et la rénovation, montrer que c'est possible. Donc c'est un volume assez gigantesque de terre argileuse destinée à différentes techniques, donc type briques, enduit, dalles, remplissage évidemment, terre allégée, torchis. Et ça fait quelques années qu'on propose des formations, des ateliers à différents publics, que ce soit concepteurs, architectes, et puis autoconstructeurs, autorénovateurs. Et forcément des maçons et pourquoi pas des charpentiers, voilà, des artisans qui ont envie de découvrir ce matériau. Une fois qu'ils l'ont découvert, souvent ils se rendent compte des gros avantages de mise en œuvre et ils sont assez bluffés. Donc on a réussi à décrocher des subventions pour acheter des machines qui nous permettent de cribler la terre qui est en local à Combron. Donc cribleur, tamis, malaxeur aussi, et des presses à briques, voilà, puisque on propose des BTC. Donc aujourd'hui, ça tourne en bénévolat uniquement. Voilà, on réfléchit à passer à l'étape supérieure, mais il faut. Je pense que on a un rôle à jouer parce que les demandes, on s'attendait pas à ce qu'elles soient si nombreuses. On a un partenaire en local qui peut aussi nous amener pas mal de chantiers. Et puis les gens ont vraiment besoin d'accompagnement sur ce matériau. Il y a tout à faire, il y a former, sensibiliser. Donc c'est très intéressant comme projet. Ouais, je mettrai aussi les liens dans les notes de l'épisode pour les personnes qui sont notamment dans la région Auvergne, s'ils veulent se rapprocher de toi pour en savoir plus sur la terre crue, pour venir utiliser des briques de terre crue pour leur projet, ils peuvent te contacter. Ouais, merci. On va aborder la troisième partie du podcast dans laquelle j'aime bien qu'on parle de choses plus personnelles. Est-ce que il y a des lieux, toi, qui t'inspirent particulièrement, alors peut-être en lien avec l'éco-construction, mais des lieux qui te ressourcent, qui te donnent envie d'aller explorer encore ces sujets? Il y a des lieux qui m'inspirent. Après, souvent les lieux qui m'inspirent, en fait, c'est pas forcément des lieux qui sont très loin ou qui sont un peu extraordinaires, mais rien que des lieux où on se sent bien, où il y a une relation avec l'extérieur, le dehors, où la lumière forcément est présente aussi. Mais une maison qui grouille de vie, où il y a des enfants qui se baladent et où il y a de la couleur et en fait où la maison naturellement en fait est accueillante et chaleureuse. Ça typiquement c'est des lieux que j'adore et depuis toute petite. C'est vrai que quand on est enfant, on va souvent dans les maisons de ses copains et on découvre des atmosphères complètement différentes. Et ça, moi, ça m'a marqué en étant petite. Je regardais dans les détails pourquoi en fait on s'y sentait bien, quels objets étaient là et le fait qu'il y ait une âme aussi sur place. Donc bien sûr, j'aimerais voyager, visiter par exemple les constructions d'Afrique du Nord, Amérique du Sud. On va dire que c'est au programme, mais parfois des lieux juste à côté de chez nous peuvent faire le travail. Excellent.
Et est-ce que tu as en tête, toi, ta maison idéale, à quoi ça pourrait ressembler? Et si oui, est-ce que tu peux nous la décrire en termes d'environnement, d'architecture, peut-être, de matériaux, des choses comme ça? Alors ouais, c'est vrai que si c'est une construction neuve, je vois pas trop faire autrement que du bois terre-paille. Pour moi, c'est un peu une évidence aujourd'hui d'utiliser ces matériaux-là, de par la performance, le côté local et le confort que ça procure. Après, oui, en rénovation, de lier les matériaux un peu bruts, locaux, pour pouvoir travailler avec des artisans ébénistes ou métalliers qui puissent voilà faire des choses un peu créatives et qui ait une âme, qui ait une harmonie à tout ça. La lumière, elle est très importante. C'est vrai que moi, quand j'imagine ma maison idéale, je vois vraiment le soleil qui va rythmer la journée et où on va pouvoir voir défiler les saisons, les couleurs. En plus, je vis en Auvergne et les couleurs, c'est vrai qu'elles sont magnifiques. Le ciel, il est incroyable parfois en début de journée ou en fin de journée. Sur la chaîne des Puys, on a souvent des spectacles assez grandioses. Et après, c'est vrai qu'on veut tous un peu le must. On veut la vue, on veut le grand jardin, on veut des espaces, de la lumière. Mais, mais parfois, sans trop de moyens, je pense qu'on arrive à avoir des lieux en fait où on se sent bien, où on arrive à mettre un peu nos énergies dans ce lieu, dans cette ambiance. Il faut que ça nous ressemble avant tout. Et aussi une notion que je trouvais intéressante d'apporter, c'est pas juste lié à la maison en fait, c'est aussi lié à ce qui va entourer l'habitat, voir si en fait il y a de l'entraide autour du village ou de la ville où on se trouve, du quartier, comment les gens ont tissé des liens aussi en local et si on peut compter les uns sur les autres, si eh ben il nous manque quelque chose, on peut toquer à la porte et puis être bien reçu. En fait, ça, je trouve que ça participe énormément aussi au, au sentiment de bien-être qu'on peut avoir quand on s'installe quelque part. Donc c'est vrai que la vie en collectif, je pense que ça m'attire, tout en gardant quand même une intimité, parce qu'il y a des personnes qui veulent vraiment vivre en collectif et qui n'ont aucun souci à être sans arrêt avec d'autres personnes. Mais moi au quotidien, c'est vrai que mon intimité c'est hyper important et des moments de calme, de répit dans un cocon, voilà, il faut avoir pour moi les deux parties quoi. Trop bien, merci. Je vais passer aux dernières questions du podcast. Euh, Est-ce qu'il y a des ressources, des livres que tu voudrais partager aux personnes qui nous écoutent pour peut-être approfondir les sujets que tu as évoqués aujourd'hui? Oui, alors vu qu'on est en visio, je te les montre. On verra si c'est bon, mais ces deux livres-là, ils m'ont beaucoup parlé. C'est le premier de Salima Nagy, qui est une architecte d'Afrique du Nord qui œuvre énormément pour se réapproprier le patrimoine local qui est en dégradation, notamment les greniers marocains et tout le patrimoine en terre crue. Et en fait, c'est pas juste un livre qui s'intéresse à la technique et à la mise en œuvre des matériaux, c'est tout le sens qu'il y a en parallèle de se réapproprier les savoirs, que les populations locales elles puissent s'emparer des techniques et de leurs bâtiments pour ne pas dépendre en fait d'entreprises ou d'artisans qui seraient indisponibles, surchargés tant la demande est forte. Donc c'est comment redonner du lien dans les constructions et les rénovations. Et puis L'homme et sa maison aussi, qui explique énormément les techniques vernaculaires ancestrales qu'on a en France et autour aussi. Et voilà, c'est des livres très inspirants qui nous font comprendre pourquoi on est passionné en fait de l'acte de bâtir, pourquoi ça nous passionne autant. Des fois, je me pose un peu la question. Super, bah écoute, je mettrai les liens aussi dans les notes pour les personnes qui veulent les suivre et les lire. Deuxième petite question, est-ce qu'il y a un mantra qui te vient souvent à l'esprit ou une citation que tu aimes bien, qui égaye tes journées ou qui te motive quand tu es en train d'affronter les éléments sur les chantiers parfois peut-être, parce que être artisan, c'est aussi affronter les intempéries des chantiers, et puis c'est aussi des métiers qui sont physiques, donc c'est pas toujours évident, donc faut saluer aussi tout ça. Ben voilà, est-ce qu'il y a une citation qui te vient souvent à l'esprit? Ouais, c'est vrai qu'il y a une citation qui me suit depuis pas mal d'années, mais parce que c'est un peu l'impression de mener un combat
au quotidien pour mettre en avant ses convictions et puis essayer de pas faire changer le monde, mais quand même de participer à ce que les choses tournent mieux. Et je sais pas, c'est peut-être assez connu, mais c'est une citation de René Char qui dit: impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. À te regarder, ils s'habitueront. Et voilà, je trouve que ça résume bien. C'est assez moteur pour moi. Trop bien. Avant de se quitter, où est-ce qu'on peut orienter les personnes qui veulent en savoir un peu plus sur ton activité et puis éventuellement te contacter pour ceux qui sont dans la région Auvergne? Oui, bien sûr. Donc l'entreprise c'est Utopai. Donc j'ai un site internet Utopai HUDOTOPAI2LE.fr et puis j'essaie d'être active aussi sur Instagram et Facebook. C'est toujours un plaisir aussi de partager son travail et d'avoir des retours positifs d'une communauté. Ça nous donne aussi de l'énergie. Donc voilà, sur Instagram et Facebook, ouais. Super, je mettrai le lien aussi. J'invite d'ailleurs les auditeurs à aller voir le site parce qu'il y a quelques belles photos de réalisation de projets isolation paille et puis enduit terre. Donc ça permet d'illustrer un petit peu ce qu'on vient de se dire. Écoute, merci beaucoup Lucille pour ton partage, pour ton temps. On sent qu'il y a beaucoup de passion dans ta voix et puis dans le métier que tu exerces, donc ça fait plaisir. C'est intéressant aussi de voir les différentes façons d'utiliser les matériaux biosourcés ou géosourcés que sont la paille et la terre crue. Donc merci à toi pour ton temps et puis je te souhaite le meilleur pour la suite et à bientôt. Ouais, merci à toi François-Xavier. À très bientôt et au plaisir de se recroiser peut-être sur des chantiers. Avec plaisir. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver toutes les références mentionnées par mon invité dans les notes de l'épisode, ainsi que des compléments pour approfondir ces sujets dans la rubrique podcast sur le blog lacaserobinson.fr. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le soutenir en le partageant autour de vous, en vous abonnant et en mettant un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Ça me fera très plaisir et ça permettra au podcast d'être plus visible pour m'aider à accueillir de nouveaux invités. Si vous voulez aller plus loin dans vos projets de création d'habitat plus écologiques, plus sains et qui vous inspirent, sachez que c'est mon métier de vous y aider. Je propose différentes formules d'accompagnement, du coaching à la formation en ligne, et je suis sûr qu'une d'entre elles est faite pour vous. Si malgré tout vous n'y trouvez pas la formule qui vous parle, contactez-moi pour que nous puissions créer ensemble l'accompagnement idéal qui vous aidera à concrétiser vos projets. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de la Case Robinson dans la rubrique accompagnement. lacaserobinson.fr/programme au pluriel-accompagnement. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, de partager cet épisode autour de vous, et je vous dis à très vite pour une nouvelle conversation sur la Case Robinson.